Dans nos dernières aventures, nous avons suivi les pères fondateurs de l'anthropologie. Des hommes qui, depuis leur bureau, ont tenté de classer les sociétés humaines sur une grande échelle, du sauvage au civilisé. Cette vision, bien que révolutionnaire pour l'époque, était imprégnée d'un préjugé tenace, l'idée que la culture occidentale était le sommet de l'évolution humaine. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'homme qui a consacré sa vie à dynamiter cette pyramide. Un aventurier qui a mené une guerre de toute une vie contre le racisme scientifique. Un immigré allemand, juif, qui a trouvé en Amérique une nouvelle patrie à défendre contre ses propres démons. Cet homme, c'est le père de l'anthropologie américaine, Franz Boas. L'aventure de Boas commence par le froid. En 1883, jeune géographe formé en Allemagne, il part pour une expédition dans l'Arctique, sur l'île de Baffin. Son objectif est clair, étudier l'influence de l'environnement sur les migrations des Inuits. Mais sur place, le terrain va le transformer. Il vit avec les Inuits, partage leur quotidien, rude, apprend leur langue, écoute leurs histoires. Et il est bouleversé. Il découvre que ces gens, considérés comme primitifs, possèdent une connaissance fine de leur environnement, une complexité sociale et une richesse poétique qui défient toutes les théories apprises dans les livres. Un jour, un Inuit trace dans la neige une carte de la côte avec ses fjords et ses caps. Boas, formé aux cartes modernes, compare. La précision est stupéfiante. Comment qualifier de primitifs des gens capables d'un tel savoir? Il écrit dans son journal « Je me rends compte que je dois étudier l'homme et non la nature ». Le géographe n'a pas disparu, mais l'anthropologue est bel et bien né. Quelques années plus tard, Boas émigre aux États-Unis. Et là, il découvre une société obsédée par la science des races. Les crânes sont mesurés, les populations hiérarchisées, et tout cela sert à justifier l'infériorité supposée des Noirs, des Amérindiens ou des immigrants. Boas décide d'entrer en guerre, mais pas par les discours, par les faits. Armé d'un compas, il mène une étude colossale sur plus de 18 000 immigrés et leurs enfants à New York. Résultat, les enfants nés en Amérique ont une forme de crâne différente de celle de leurs parents. L'alimentation, la santé, l'environnement social expliquent ces changements. Le verdict est implacable. La biologie n'explique pas tout. La culture et l'environnement comptent bien plus que la race. Boas vient de saper l'un des fondements du racisme scientifique. Et il ne s'arrête pas là. Pendant la Première Guerre mondiale, il dénonce publiquement des collègues anthropologues qui espionnaient sous couvert de missions scientifiques. Scandale, Boas est sanctionné, exclu de l'American Anthropological Association, mais il refuse de céder. La science, pour lui, ne doit jamais servir la propagande. Pour Boas, il ne suffit pas de détruire l'ancienne pyramide des races. Il faut construire une autre manière de penser les cultures. Cette doctrine, c'est le relativisme culturel. Son idée est radicale pour l'époque. Il n'y a pas de culture supérieure ou inférieure. Chaque culture est un monde en soi, avec sa propre logique, sa propre histoire, sa propre valeur. Les idées que nous tenons pour naturelles et évidentes ne le sont que pour nous, écrit-il. Mais cette vision n'est pas un relativisme moral absolu. Pour Boas, c'est avant tout d'une méthode scientifique, comprendre une coutume selon ses propres règles, sans projeter nos préjugés occidentaux. Devenu professeur à Columbia, Boas forme une véritable armée de chercheurs. Margaret Mead, Ruth Benedict, Alfred Kroeber, tous ces élèves reçoivent la même consigne, le terrain d'abord. Il faut apprendre la langue, collecter les mythes, observer les pratiques avec minutie. Une course contre la montre, car les cultures amérindiennes, pressées par la colonisation, risquent de disparaître. Cette approche, qu'on appelle le particularisme historique, va dominer l'anthropologie américaine pendant des décennies.
Et grâce à Boas et ses élèves, des pans entiers de la pensée humaine ont été préservés de l'oubli. L'aventure de Franz Boas est celle d'un combat. Un combat pour la rigueur scientifique contre le préjugé et pour la dignité humaine. Grâce à lui, l'anthropologie américaine a déplacé son centre de gravité. D'une discipline centrée sur la classification des races, elle est devenue une science attentive à la compréhension des cultures. L'anthropologie physique n'a pas disparu pour autant, mais Boas a imposé une nouvelle hiérarchie des objets de recherche, où la culture et l'histoire des sociétés prennent le pas sur la biologie. Son héritage est immense. Il a fondé une tradition qui privilégie le terrain, la collecte minutieuse des mythes et des langues. Et surtout, le principe du relativisme culturel. Mais comme toute grande idée, ce relativisme a aussi ses ombres. Conçu comme une arme contre l'ethnocentrisme, il peut sembler, lorsqu'il est poussé à l'extrême, interdire tout jugement moral. Doit-on tout accepter au nom de la différence culturelle ? Cette tension hante encore l'anthropologie aujourd'hui. L'héritage de Boas n'est pas une réponse définitive, mais une invitation permanente. Comprendre l'autre dans sa logique propre, sans renoncer à l'esprit critique. C'est peut-être là, au fond, la plus grande aventure intellectuelle qui nous est léguée. Dans notre prochain épisode, nous quittons les froides terres de l'Arctique pour les îles luxuriantes du Pacifique. Nous assisterons à la naissance de la méthode qui allait devenir la marque de fabrique de tous les élèves de Boas et de toute l'anthropologie moderne. Nous suivrons un autre immigré, le Polonais Bronisław Malinowski, qui, coincé par la guerre, va inventer l'observation participante. D'ici là, observez la diversité des cultures qui vous entourent. Et surtout, restez curieux.